confiné, Culture Sport vous invite à découvrir une spécialité de la pelote basque, relativement peu connue, la pala larga. Pour ce faire, nous avons invité Dan Lecol, un pilotari, c'est ainsi que l'on nomme les joueurs de pelote, double champion du monde de cette spécialité. Découvrons ensemble ce grand sportif, son parcours et sa spécialité qu'il pratique outre Bidassoa au Pays Basque espagnol. Bonjour. Salut Vicente. Ça va? Ouais, ça va. Toi? Oui, ça va. Alors, comment tu vis ce confinement alors? Le confinement, plutôt personnellement bien. À part que voilà, jouer à la pelote, ça me manque beaucoup. Mais voilà, moi je suis dans les Landes, chez mes parents et confinement plutôt bien. Ici, j'ai la chance d'avoir une belle maison avec la piscine. On a eu quand même du beau temps pour ce confinement, à part aujourd'hui. Mais après, dans l'ensemble, plutôt bien et je continue quand même ma préparation physique. Après, je peux pas jouer à la pelote, mais bon, on s'adapte et voilà, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et est-ce que pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui. Donc moi, c'est Dan Lecol, je suis joueur de pelote basque, champion du monde 2018 à Palacorta. Et je suis professionnel à Bilbao depuis 2015. Donc je suis passé professionnel dans une spécialité qui n'est pas connue en France, où on joue uniquement, c'est à Bilbao et en fait là-bas si tu veux c'est tous les meilleurs joueurs de pelote basque qui vont là-bas pour s'affronter. Donc voilà, on joue à pala larga, c'est une pala qui fait quand même 900 grammes, Hmm. ça va à 200 km/h. Donc moi je suis venu à la pelote et j'ai commencé à l'âge de 8 ans et je suis venu là parce qu'il y avait des copains qui jouaient au stade et j'ai bien accroché, je faisais du foot. Donc j'ai dit, je vais essayer la pelote avec eux et c'est venu comme ça. Donc j'ai bien accroché. Jeune, j'ai gagné pas mal de titres. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé d'intégrer le Crêpes de Toulouse. Donc là, c'était un objectif voilà, personnel Hmm. dans le but de devenir un grand joueur. Et là-bas, pendant 3 ans, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. Ça, c'était chouette, une très bonne expérience. Ça m'a permis de faire 2 championnats du monde en moins de 22, de remporter une médaille de bronze et une médaille d'argent. Et ensuite, j'avais la région quand même qui me manquait. Donc, Hmm. les Landes, ça me manquait beaucoup. Donc, je suis revenu dans les Landes. Au niveau de l'école, j'accrochais pas trop. Donc, j'avais besoin de rentrer dans la vie active. J'ai bossé dans l'entreprise de mon père, l'entreprise de transport. Hmm. Là, j'ai passé mon permis poids lourd. Et derrière, ça m'a, en fait, d'avoir connu rapidement la vie active, ça m'a permis de, on va dire, d'aborder mon sport différemment. Ouais. Quand j'y allais, en fait, je prenais un peu plus de plaisir. J'étais plus trop dans la compétition et de prendre du recul en travaillant à côté, ça, voilà, j'ai eu des meilleurs résultats. Hmm. Donc ça, c'était bien. Et j'ai même arrêté la pelote pendant 1 an. J'avais besoin de Hmm. couper. Et d'avoir coupé, j'ai repris le foot avec les copains et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai dit, je vais reprendre la pelote, mais par contre, je le reprends à 100%. Hmm. Donc là, j'ai pris un préparateur physique qui est Christophe Damien. Ça va Hmm. faire 7 ans qu'on est ensemble. Parce qu'avant, tu n'en avais pas de préparateur physique, non? Non, après, quand j'étais au pôle à Toulouse, on avait un préparateur tous commun, quoi. On avait un staff, quoi. On avait un encadrement. Hmm. Mais sinon, voilà, la pelote basque, c'est assez spécial parce c'est un sport individuel. Donc, Hmm. si tu veux des résultats, il faut se préparer individuellement, quoi. Donc, moi, j'ai pris un préparateur physique et ça m'a vachement aidé, oui. C'était vraiment top parce que lui, derrière, Hmm. il avait beaucoup de connaissances et il m'a mis en relation avec un kiné qui est François Rémilas Nacabreton. Donc, ça nous a permis de travailler vraiment professionnellement et d'avoir de meilleurs résultats et surtout éviter toutes les blessures, quoi. Hmm. Donc ça, voilà, c'est le plus dur quand tu es sportif, c'est bien d'avoir des résultats, mais c'est surtout d'être régulier, quoi. De toujours Hmm. rester au top de la forme et ça, c'est hyper important. Ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter la pala corta et la pala larga? Ouais, la pala corta, bon, si tu veux, c'est une pala qui fait
800 grammes. Mm. Donc c'est une pala quand même déjà qui est très lourde. C'est l'une des palas la plus lourde au niveau amateur. Donc elle fait 800 grammes. Les pelotes, elles font à peu près 90 grammes. Et le sport, ça va entre 80 et 200 km/h. Ouais. Ça, on joue exclusivement, ça se joue en France, en Espagne, en Argentine, à Cuba, Mexique. Mais par contre, ça reste du niveau amateur. Même si les joueurs, voilà, ils sont. Franchement, les joueurs, c'est du top niveau, hein. Il y a des joueurs qui pourraient largement jouer dans le circuit professionnel à Bilbao. Mm. Mais il y a une différence avec la pala larga. La pala larga, c'est la pala déjà, elle fait 140 grammes de plus. Donc elle fait Mm. 940 grammes. Et ensuite, la pelote, elle fait 20 grammes de plus. Donc il y a encore le Mm. poids qui fait la différence au niveau de l'impact. Après, au niveau de la vitesse, ça peut-être la pala larga est un peu plus lente, mais pas énorme. Parce qu'en Espagne, ils coupent énormément les pelotes et en fait, Mm. on travaille, on met des effets et les pelotes, elles viennent aussi vite. Donc voilà, au niveau de la différence, c'est vraiment, il y a le poids de la pala. On peut Mm. dire qu'il y a 150 grammes de plus. Et ensuite, la différence aussi avec la pala larga et la pala corta, c'est qu'à pala larga, en Espagne, on est amené à jouer dans différents murs à gauche. On peut Ouais. jouer dans 36 mètres, on peut jouer dans des 38 mètres, 40 mètres, et aussi dans des rails à l'ail. Donc les rails à l'ail, c'est des 52 mètres ou 54 mètres. Donc là, Mm. ça met encore plus de difficulté au niveau de la discipline, quoi. Et tu as eu du mal à passer d'une discipline à l'autre ou Ouais, je pense que tous les joueurs qui passent de la pala corta à la pala larga, voilà, ils galèrent parce que le poids de l'instrument, quand même, 150 grammes, ça fait vraiment une très grosse différence. Mais après, on a quand même au niveau des repères, au niveau de la vitesse de jeu, de la distance, de la vitesse, voilà, comment la pelote arrive, c'est quand même, ça ressemble à la corta. Donc Mm. on s'y adapte vite. Après, c'est vraiment le poids de l'instrument et l'impact, quoi. Là, en fait, Ouais. pour te donner une idée, sur chaque pelote, à la larga, tu es obligé de forcer, quoi. Tu peux pas Mm. juste venir toucher la pelote, tu es obligé de mettre à chaque fois de la puissance pour la faire partir, quoi. Ouais. C'est pour ça que tu as fait appel à un préparateur physique. Ça rentre plus en jeu que pour la pala courte. Non, je pense que ce soit à toutes les disciplines, à toutes les spécialités, je pense que c'est important d'avoir un préparateur physique parce que, comme je te le disais tout à l'heure, un préparateur physique, c'est pas juste voilà, te préparer à devenir costaud ou faire de la muscu. C'est vraiment être plus complet, quoi. Être plus régulier et aussi être plus puissant sur, sur tout le jeu, quoi. Au niveau des jambes, au niveau du haut du corps. Et ça, c'est hyper important d'être complet au niveau postural pour être efficace sur la cancha, quoi. Après, Ouais. oui, c'est vrai que quand tu vas jouer avec une spécialité plus lourde, derrière, il faut être un peu plus costaud au niveau des jambes et du haut parce que les impacts, c'est pas les mêmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les joueurs, que ce Mm. soit à Pala Corta, à Paleta Cuir ou à Pala Larga, ils se préparent tous, quoi. Tu peux plus Mm. arriver comme avant, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, ils arrivaient, ils s'échauffaient même pas, les mecs. Ils s'échauffaient Mm. pas, ils prenaient pas là et en avant, quoi. Ils avaient pas Ouais, ça s'est d'impact. professionnalisé. Comment? Ça s'est professionnalisé au cours du temps un peu. Oui, avant, mais avant, c'était, si tu veux, à Bilbao, il y avait beaucoup de joueurs professionnels. Aujourd'hui, on n'est que 10, mais Mm. avant, ils étaient presque 40, hein. Ah Mais ouais. ça s'est perdu parce que voilà, c'est un sport traditionnel. Il y a aussi la Mm. mer nue là-bas. Et la mer nue, on peut dire qu'aujourd'hui, la mer nue est plus reconnue que la pala, mais en spectacle, moi qui suis joueur de pala, voilà, je vais te dire que je préfère la pala, mais je ne peux pas accrocher au niveau de la mer nue. Aller voir une partie de mer nue, ça me dit rien, je trouve ça plus lent. Mais je respecte Mm. aussi les joueurs au niveau de l'impact de la mer et tout, ça doit être douloureux. Mais oui, voilà, pour revenir à ta question, il y a 30 ans, Un tournoi tout au long de l'année en fait. il y a 30 ans, la pala à Bilbao, c'était le sport numéro un avec le football. Donc, oui, ça se professionnalise, mais aussi ça perd au niveau visuel. Il faudrait que voilà, les télés ils viennent un peu plus Mm. nous voir et voir ce spectacle qu'on est capable de proposer. Et est-ce que tu penses que tes différents titres ont permis de que la discipline soit plus reconnue en France et en Espagne aussi? Mais je pense que
Au niveau des titres, le titre de champion du monde en 2018, là, il m'a beaucoup aidé. Aussi, d'être passé professionnel en 2015, ça m'a aidé, mais en 2018, ça a vraiment fait la différence parce que ça m'a permis de. Donc, j'ai créé une société l'année dernière, en 2019. Et en fait, cette société, si tu veux, je monte des parties professionnelles en France. Hmm. Donc, je suis acteur aussi, créateur, quoi. Donc, je vais chercher des sponsors et d'avoir été professionnel, quand je vais me présenter, ça m'aide, quoi. C'est vraiment Hmm. un plus. Et d'avoir surtout été champion du monde, quoi. Quand tu es champion du monde, derrière, les gens, ils ont plus envie de te rencontrer. Donc voilà, je monte des événements. Pour te donner une idée, voilà, sur 2019, j'ai fait un événement à Biarritz et aussi à Seignos. On a fait les frontons quasiment pleins, quoi. Il y avait 500 Ouais. personnes avec la télé en direct, avec Noah 3 en direct. Et du coup, oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé d'être champion du monde. Et en parallèle de ça, au niveau des jeunes surtout, ça Ouais. motive un peu plus les jeunes, parce que moi j'encadre les jeunes et je fais des stages d'été pour les enfants. Et si tu veux, il y a 5 ans, j'entraîne au club de Saint-Jean-de-Marenne. Hmm. Il y a 5 ans, on était à 5 enfants, et aujourd'hui j'en ai 40. Donc, Hmm. euh, donc la Il y a eu différence, un oui, ça boom, change. De quoi? il y a eu un boom de la discipline un peu après tes titres. Ouais, il y a eu, je pense que aussi d'être entraîné par moi, ça, voilà, ça les Ouais. motive. De voir aussi que moi je suis encore dans le circuit et que je m'entraîne dur pour atteindre mes objectifs, ça les motive aussi. Donc voilà, j'essaie d'être un bon exemple et eux, derrière, voilà, ils ont envie de me copier et ça c'est chouette. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule une partie de pala larga? Donc une partie de pala larga, ben, c'est un peu différent de la pala corta. En pala corta, on joue en 7 de 15 de points. Donc la première équipe qui a gagné, remporté 2 sets de 15 a gagné la partie. Et si en fait il y a une égalité de 7 partout, un set partout, pardon, le troisième set il est en 10 points. Hmm. Et à pala larga, c'est un peu la différence qu'il y a en Espagne, c'est un peu spécial. Si tu veux, c'est 3 sets gagnants de 10 points. Donc on Ouais. peut faire jusqu'à 50 points. Ah Donc oui. les parties, des fois, on joue jusqu'à 1h30 de temps et donc c'est hyper long et c'est hyper Hmm. spécial parce que tu peux gagner 2-7-0, tu peux gagner je sais pas, 10-3, 10-4, mais tu peux aussi perdre les 3 autres sets. Donc Hmm. en fait, ce système-là permet de niveler et ça relance toujours les parties, quoi. Ça permet d'avoir beaucoup de spectacles et ça, c'est bien, ouais, ce système-là. Ça change Et, d'avant. Avant, on jouait en 40 points, ouais. mais aujourd'hui, on joue en 10 points. Et pourquoi tu as choisi de traverser la frontière et de partir en Espagne? Moi, je suis parti en Espagne tout simplement parce que là-bas, il n'y a que là-bas que tu peux devenir professionnel. Ouais. Il n'y a que à Bilbao. Donc, c'est venu sur la fin, là, vers en 2014. Il y avait en fait Sylvain Breffel, avec qui j'ai gagné le championnat du monde, Hmm. qui était professionnel. Et de voir un peu ce qu'il faisait, ça m'a motivé. Et j'ai dit, pourquoi pas, allez, je vais essayer de les contacter. Et en fait, moi, j'étais en train en France de bien tourner. J'avais fait des bons titres, finale du championnat de France. Et après, c'est eux en fait qui m'ont contacté. J'ai fait un essai, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Et après, je suis intégré à ce circuit professionnel comme beaucoup, comme tout le monde fait. En fait, d'abord, on fait un contrat sur un tournoi promotion. C'est tous Hmm. les futurs joueurs qui passent par là, en fait. Tu fais un tournoi et moi, j'ai joué avec un jeune de Bilbao. Et on a gagné ce tournoi et derrière, ils m'ont proposé un contrat. Donc voilà, je suis parti en Espagne tout simplement parce que là-bas, il y a que là-bas que tu peux jouer professionnel. C'est tout. Hmm. Et quelles sont les compétitions qui jalonnent votre année? C'est un tournoi tout au long de l'année en fait? Il y a mini Ah, championnat. ouais, en fait, en Espagne, nous, c'est bien par rapport à la France, c'est que toute l'année, on joue en fait. Hmm. On commence en octobre et la saison, elle s'arrête mi-septembre. Parce que, bah, si tu veux, on a cinq tournois, 5 championnats majeurs. Donc, on en Hmm. a un qui commence en octobre qui va jusqu'à janvier. C'est la Liga Cuchabank. En fait, c'est la Liga Cuchabank parce que notre premier sponsor, c'est la Cuchabank, c'est une banque de là-bas.
Donc ça, c'est un championnat qui est hyper reconnu et pour nous, c'est hyper important parce que c'est sous forme de match aller-retour. Donc là, il faut être hyper régulier. Et ce championnat, jusqu'à présent, j'ai toujours cartonné, donc c'est hyper bien. J'ai toujours été régulier. Ça fait 5 ans que je suis professionnel et 5 fois je suis arrivé en finale. Mm. Donc c'est top. Et après, à l'issue de ce championnat, on a la tête à tête. Donc ça, y a Mm. pas, en France, on n'a pas du tout Ouais, ce système-là. C'est très spécial. Donc même règle tout seul. Ça, c'est hyper dur. Et ce championnat, quand tu le gagnes, c'est top quoi. Pour un joueur. C'est hyper ouais, important. Donc j'ai pas réussi à le gagner encore, mais j'espère le gagner un jour. Après, après celui-là, on a un championnat qui se passe à Munguia. Munguia, c'est une ville à côté de Bilbao. mm. Là-bas, c'est super bien aussi parce que si tu veux, le mur à gauche, il fait 50 mètres. Donc, il est en pleine ville. Il est à côté de la mairie. Ouais, Et là, tous les vendredis soirs, quand on joue, c'est un fronton quasiment plein. C'est génial, quoi. mm. Tu joues dans une ambiance, c'est hyper bien. Là, on joue sur ce championnat, il dure 2 mois et demi, 3 mois. Et en fait, ils appellent ce championnat, c'est le championnat du monde amateur, professionnel pour nous. En fait, c'est hyper bien, quoi. Quand tu gagnes celui-là, c'est le top. Et j'ai pas réussi à le gagner, celui-là non plus. Donc, cette année, on allait le commencer, mais à cause du Mm. Covid-19, on l'a pas commencé. Mais celui-là, j'espère le gagner aussi, comme le tête-à-tête. Et après, on a un autre championnat qui est l'Open Bishkaya. Donc là, ce championnat, il est un peu spécial. On intègre des amateurs avec nous. Donc là, ça équilibre quand même, ça équilibre encore plus le niveau. De jouer avec des amateurs, c'est un peu différent parce que pour eux, s'habituer à la spécialité, c'est difficile. Mais c'est un super championnat aussi. Et après, on s'en va sur Saint-Sébastien. Donc Mm. là, on joue plus l'été. Et là, par contre, ce championnat, on joue qu'avec des amateurs. C'est un professionnel avec Ouais, un amateur. Donc là, c'est hyper dur pour nous. Il faut s'adapter. Mais mm. voilà, c'est autre chose. Ça change. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas. Oui, on joue, tu vois, on joue tout le temps entre les mêmes Ouais, joueurs. On est 10 professionnels. Mais on se lasse pas au final parce que sur chaque championnat, les équipes elles changent. ouais. Et au final, ça équilibre tout le temps, quoi. Ça relance Ouais, tout je le crois que temps. c'est un Et c'est nouveau hyper bien. départ. Hein? C'est un nouveau départ à chaque début de tournoi, quoi. Ouais, c'est ça. À chaque fois, à chaque championnat, tu sais pas, tu peux pas dire qui c'est qui va gagner. C'est impossible. Et après, si tu veux, nous, l'été, c'est hyper bien pour nous parce bon, Bilbao, la Biscaye et Guipúzcoa, donc la partie Saint-Sébastien Mm. et Bilbao, tout le tour de Bilbao, toutes les villes. Bon, c'est comme les Landes et le Pays Basque, hein. Là-bas, il y a que des fêtes. Mm. Tous les petits villages, il y a plein de fêtes. Et nous, on fait partie d'exhibition. Mm. Donc là, l'été, on joue, je sais pas combien de parties, mais moi, ça m'a déjà arrivé sur le mois de juillet de jouer 11-12 parties, tu vois. Ouais. Là, tu joues les fêtes de Pampelune, les fêtes de Sensé, les fêtes de Bilbao. Et après, Plencia, Sopelana, bon, c'est des petites villes à côté de Bilbao, c'est hyper bien, quoi. Donc là, les Mm. frontons, ils sont bien pleins et c'est agréable de jouer l'été. C'est super sympa, ouais. Mm. Et est-ce qu'en étant avant, tu as eu plus de facilité à passer du 2 à 2 au tête à tête, hein? Ça, c'est une bonne question, mais ça, je pense que les avants sont avantagés en tête à tête, ça c'est sûr. Et on peut le voir au niveau des stats, c'est souvent des avants qui ont dominé le tête à tête, avec Inchosti, Pablo Fusto, Gaubeka. Donc eux, ils ont quand même gagné, je crois qu'ils ont gagné 5 ou 6 fois. Je crois qu'Inchosti il a gagné 7 fois, 6 fois Pablo et Gaubeka pareil. Donc voilà, ça reste des avants qui dominent le circuit en tête à tête. Donc oui, je pense que c'est un avantage. Et après, moi, au niveau de l'adaptation, ce qui est dur pour nous, c'est de buter, quoi, d'engager, de servir. Ça, Mm. c'est hyper dur parce qu'on n'est pas habitué. Et, euh, et quand tu sers du fond de 40 mètres, t'as l'autre, il t'attend devant à 10 mètres. Lui, il attend qu'un truc, c'est que tu lui mettes sur la pala pour finir le point. Ouais, Et le après, but, il a moi, plus d'importance. ouais, Le le but, but, il il est a hyper plus important. Ouais. d'importance. Ouais. Le but est très important. Donc, les arrières sont avantagés sur le but.
Mais le tête-à-tête, ça reste un jeu quand même où il faut jouer, tu vois, vite. Botte pronto, c'est vite après le rebond, quoi. Et Hmm, ça, ou en volley, quoi. Beaucoup à l'ailé. Donc, nous, c'est quand même, ça nous correspond devant. hmm, Après, pour les arrières, ils sont avantagés au niveau du but. Mais bon, si tu fais le point, c'est toi qui butes à chaque fois, donc ils butent pas. hmm. Au niveau de l'adaptation, moi, je me suis vite adapté parce que en France, avant, je jouais à Baline. Et la Baline, il y Hmm. a la Baline tête à tête. Je sais pas si tu connais la Baline, mais Ouais, un peu. tu as la Baline tête à tête. Donc, moi, j'ai pratiqué la Baline tête à tête et je me suis vite adapté. Ouais. Hmm. Et est-ce que tu pourrais nous donner ta méthode d'entraînement lors des périodes habituelles et là, en cette période de confinement? Une période habituelle, donc moi, je m'entraîne tous les jours, ça c'est sûr. Après, sur une semaine normale, je vais faire 2 entraînements de course, donc une course longue et une course fractionnée. Et ensuite, je vais faire aussi 2 séances de muscu, mais vraiment spécifiques pelote. On va travailler souvent à explosivité, puissance. Et après, ça dépend de la période du niveau du championnat, mais souvent, voilà, explosivité, puissance. Donc 2 séances de muscu. Et après, je vais aussi une fois par semaine à Bilbao taper. Hmm. Donc, je fais soit le mardi, soit le mercredi. Donc là-bas, j'y vais pour taper, pour m'entraîner avec les pros. C'est hyper important d'y aller pour moi parce que c'est comme ça que tu progresses. Ah, Tu es là, ça te permet de progresser, de toucher la peloute et jouer contre eux, quoi, ça fait progresser. Et après, en plus de ça, là, depuis 5 mois, j'ai pris. Après, je vais chez le kiné une fois par semaine. Et depuis 5 mois, j'ai pris aussi un préparateur mental. hmm. Et ça personnellement, je trouve que ça m'a vachement aidé là. Donc mon préparateur, c'est Olivier Campote. Est-ce que tu n'avais pas avant? Non, j'avais pas de préparateur mental et je pense que les joueurs de pelote, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Hmm. Mais moi, je conseille à tout le monde d'en avoir un. Ça, c'est sûr. T'as vu un Parce que changement? ouais, j'ai vu un gros changement et c'est pas juste se dire j'ai pris un préparateur mental juste parce que je suis pas bien dans ma tête. Hmm. Ça apporte vraiment beaucoup de choses. Mais donc voilà, aujourd'hui j'ai un préparateur mental qui m'aide très très bien et j'ai aussi une diététicienne. Hmm. Là, c'est un petit suivi personnel, mais c'est hyper important pour éviter toutes les blessures, une bonne alimentation. Donc ça c'est voilà, j'ai vraiment créé mon petit staff, ma petite Hmm. team et pour moi c'est important. Et après sur la période du confinement, j'arrive quand même avec mon préparateur physique, on a fait le point. J'arrive à m'entraîner normalement quasiment, sauf Ouais. à pas jouer. Je peux pas aller taper. Ouais. Donc ça c'est le petit manque. Mais j'arrive quand même à continuer la prépa physique, à faire aussi la prépa mentale. Hmm. Donc ça, on fait du travail beaucoup par visio, mais bon, on s'en sort et on me donne des petits conseils. J'essaye de les appliquer. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ouais. Après, en prépa mentale, il faut savoir, hein, on peut faire plein de choses, quoi. Ouais. Il n'y a pas On a, besoin d'être en plan de compétition pour travailler. non, tu peux tout faire, quoi. En prépa mentale, tu peux faire du visuel, tu peux faire de la coordination, après de la relaxation aussi, cohérence cardiaque. Il y a plein de choses à faire, donc c'est vraiment enrichissant et j'apprends, depuis 5 mois, j'apprends vraiment autre chose. Et je pense, sur mes objectifs, ça va beaucoup m'aider. Oui. Hmm. Et sur ton compte Instagram, tu as organisé un concours et des séries d'exercices. Est-ce que tu penses que les sportifs ont un rôle important à jouer en ce moment vis-à-vis des jeunes que tu entraînes, etc. Je pense que c'est important, oui, de montrer aux jeunes que même confinés, on peut continuer à s'entraîner. Ça, c'est hyper important. Je pense que de nombreux sportifs l'ont montré. Je sais pas si les jeunes le font, mais je pense que quand même, ils essayent de s'entraîner à la maison, de jongler, voilà, ils doivent jouer ensemble avec les parents. Et je pense de montrer des choses, des petits exercices comme ça, c'est un petit plus pour eux. Hmm. Après, oui, ça doit leur manquer de ne pas aller jouer au fronton, de ne pas se voir.
Mais bon, d'avoir fait cette petite vidéo, c'était pour les motiver. Et en plus, je vois un petit jeune là, que j'entraîne, Mano, là, qui est connecté. Et non, d'avoir fait cette petite vidéo, ça les a motivés, oui. Parce qu'ils m'ont envoyé aussi, les parents, ils m'ont envoyé la vidéo après, en train de le faire et tout. Donc c'était sympa, ouais. Mm. Donc d'avoir ce petit jeu, c'était bien pour eux, ouais. Ouais. Et pour revenir à Paul Larga, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette discipline? Ce qui me plaît le plus, c'est surtout la difficulté du sport. Mm. L'impact, voilà, le poids de la pala, la, la difficulté, quoi. T'as un instrument qui fait quasiment 1 kilo, la vitesse de la pelote. En fait, ouais, c'est un sport, hein, t'as pas le temps de, t'as pas le temps de réfléchir, quoi. Quand tu joues, Mm. c'est que de la réaction. Ouais, c'est un Donc, instinct. Ouais. ouais, voilà, après, c'est beaucoup de frappes sur réaction et c'est hyper intéressant, quoi. Et je pense que si t'es pas un athlète complet, tu peux pas arriver à jouer à ça, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut arriver à jouer des deux mains, être aussi bon des deux mains. Et ça, avant d'être complet à 100%, il y a beaucoup de Mm. travail. Donc, chaque fois dans ce sport, tu as toujours des petits objectifs à te fixer pour devenir encore plus fort. Donc, voilà, et ça, c'est top, quoi. C'est ça que Et, j'aime dans ce sport, ouais. et qu'est-ce qui est le plus difficile Qu'est-ce qui est le plus difficile, pourquoi? pour toi dans cette discipline? Le plus difficile pour moi, euh, je sais pas. Là, comme ça, avant, je t'aurais dit ma main gauche. Parce que on va dire qu'avant, c'était peut-être mon point faible. Aujourd'hui, je pense pas que ma main gauche, c'est mon point faible. Après, aujourd'hui, le plus difficile, c'est peut-être, voilà, on va dire que je suis dans le trio des avants. Et avec Pablo Fusto, Gaubeca, Esteban Gaubeca et moi. Je suis peut-être plus attendu au niveau des parties. Mm. Et du coup, t'as un peu plus de pression, on va dire. Ça, Mm. c'est peut-être le plus dur à gérer aujourd'hui et voilà, de répondre toujours présent et surtout dans des moments difficiles, tu vois, des parties, ou des demi-finales ou des finales, d'être toujours présent Mm. et répondre le jour J, quoi, comme un grand champion. Ça, c'est le plus dur, mais bon. Après, voilà, c'est peut-être ça qui est le plus dur aujourd'hui pour moi. Après tout le reste, voilà, techniquement, je pense que j'ai vachement progressé et j'ai encore à apprendre, mais ma main gauche, pour moi, aujourd'hui, qui avant était un point faible, aujourd'hui n'est plus un point faible. C'est un point fort Et, aujourd'hui. et comment t'es vu par les joueurs espagnols au cours des Comment? tournois? Etc. Comment t'es vu par rapport aux joueurs espagnols, par les joueurs espagnols? Ouais, je pense que je suis bien vu, oui. Je pense qu'il m'apprécie et après, on m'appelle un peu l'animal là-bas parce que je suis quand même puissant. Et en fait, avec l'année dernière, quand il y avait Sylvain Breffel aussi qui Mm. était professionnel, les deux ont tapé très fort. Et Sylvain, il avait son petit surnom. Et Sylvain, c'était El Cerdo, je crois. Et moi, c'était l'animal, quoi. On est des petits surnoms, quoi. C'est sympa. Et après, on est très bien vus. Côté, je pense qu'ils sont très contents de jouer avec nous. Et ça, c'est bien, quoi. Quand tu vas là-bas, tu es bien accueilli. Après, c'est quand même spécial parce que voilà, c'est leur culture. Tu arrives là-bas, ils te disent, ils te serrent pas la main, tu vois. Ils n'ont pas ce petit truc comme nous, on va saluer. Mais c'est leur culture, il faut respecter. Mais je pense que chaque fois qu'on va là-bas, ils sont hyper contents de nous voir. Et moi, je conseille à voilà, tous les jeunes Mm. Français, s'ils peuvent un jour aller pratiquer la pala larga à Villebro, qu'ils foncent, quoi. Parce que c'est C'est- vraiment une super expérience. Et voilà. Et l'accueil est super, quoi. La vie espagnole, c'est génial, hein. ouais. T'as vu des C'est, différences entre la France et l'Espagne au niveau ambiance ou l'atmosphère qui règne dans les parties ouais, au niveau ambiance, oui. Au niveau ambiance, beaucoup. C'est vraiment là-bas, c'est une culture, c'est une tradition. Mais moi, ce que j'aime là-bas, c'est qu'en fait, il y a vachement de respect envers les joueurs. Mm. Et le public, quand ils te voient, ils sont hyper contents, ils viennent te saluer, ils viennent faire une photo.
as énormément de respect. Ça, c'est chouette. Et, euh, et ce qui est bien aussi là-bas, c'est les jeunes. Tu as les Mm. enfants. En fait, là-bas, tu as le football et tu as la pelote, quoi. Donc, Mm. les jeunes, c'est soit ils jouent au foot, soit ils jouent à la pelote. Et quand ils te voient, bah, t'es un peu leur fan, quoi. C'est hyper bien. Donc ça, c'est des petits trucs qui te motivent. Et ça te dit, allez, donne-toi à fond pour ces jeunes qui viennent te voir, qui ont, eux, qui ont envie de devenir un joueur professionnel. Donc ça motive, tu as envie encore de performer, et ça, c'est chouette, ouais. Donc voilà, je pense qu'au niveau Espagne-France, c'est vraiment cette différence, quoi. Au niveau des jeunes qui suivent, le public, t'es très, Mm. voilà, ils te respectent énormément, ils sont contents de te voir. Et après, en France, les gens, ils sont très contents de te voir, mais c'est différent. C'est pas pareil. Je Mm. pense qu'en France, c'est pas la pelote basse, c'est pas le sport numéro un. Et qu'en Espagne, voilà, sur la partie nord de l'Espagne, voilà, sur Bilbao et Sensé, t'as le foot et t'as la pelote, quoi. Mm. Donc ça, c'est chouette, ouais. Et quel est le plus gros sacrifice que tu as dû effectuer durant ta carrière? Plus gros sacrifice, je sais pas. J'en ai pas forcément de sacrifice parce que moi, je fais ce sport, c'est pas, j'essaie de prendre du plaisir. Donc, je pense pas que ce soit des sacrifices. Après, en tant que sportif, je pense que tout le monde fait plus ou moins des sacrifices, mais je pense pas qu'on puisse dire, Mm. employer ce mot, quoi. Je pense que si tu veux atteindre tes objectifs, tu es plus ou moins obligé de temps en temps de te priver, quoi. Tu Mm. peux pas aller faire la bringue tout le temps, boire un coup avec les copains, hein, ou te démonter la gueule, quoi. Ça, c'est pas possible, mais après, tu t'adaptes. Il faut Mm. s'adapter. Et moi, voilà, ce mot sacrifice, avant peut-être je l'aurais employé, mais aujourd'hui, je l'emploie plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de faire les choses avec plaisir. Ouais, ça fait partie de ton métier. Voilà, ça fait partie de mon métier. Si demain j'ai envie d'aller aux fêtes de Bayonne ou de Dax, ben, je vais y aller. Mm. Mais par contre, je vais faire m'amuser autrement, quoi. Je vais Mm. peut-être faire ça, ce que je faisais pas peut-être il y a 7 ou 8 ans. Donc voilà, j'essaie de m'amuser différemment, mais voilà, surtout prendre beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, il y a plus de, je fais plus de sacrifices, quoi. C'est vraiment que du plaisir. Et qu'est-ce que tu penses qui met cette discipline pour être plus reconnue en France par rapport à la mer nue? Euh, ce ce qui manque, après, c'est peut-être au niveau des partenariats, quoi, les partenaires. Moi, je pense que là, je monte des événements, tu vois, je suis allé chercher des partenaires. Je me suis rendu compte que ça suit quand même. Les partenaires, les entreprises suivent. Et ça, je pense que c'est super bien. Après, c'est plus au niveau, peut-être au niveau au niveau ligue, voilà, des comités, des fédés qui essaient de trouver des nouvelles idées pour essayer de professionnaliser un peu plus notre sport. Après, j'entends que c'est pas simple parce que voilà, tous les partenaires sont très sollicités et il faut aussi avoir quelque chose, un dossier complet et qui a un dossier complet pour bien se vendre derrière. Mais voilà, ce qui manque, c'est plus, je pense, au niveau médiatique, quoi. Il faut Mm. vraiment essayer de développer quelque chose au niveau des médias. Après, moi, depuis maintenant 2 ans, je m'entends très bien avec Edmond Lataillade, qui est Mm. un ancien journaliste de France 3 et qui adore la pelote basque et qui m'a fait rencontrer Noah 3, qui est une chaîne qui commence à prendre un peu d'ampleur là au niveau de la pelote basque. Et d'avoir ces chaînes-là qui s'intéressent à notre sport, c'est hyper important. Mm. Donc je pense il faut continuer avec ces chaînes télévision et, euh, et leur faire confiance. Et après, petit à petit, notre sport de faire des vidéos, de passer en direct. Pourquoi pas, il suffit qu'un sponsor soit intéressé par notre sport, un sponsor qui a un peu Mm. d'argent, qui a envie de croire en notre sport, ben, s'y mettent et nous aident à le développer. Mais après, voilà, essayer d'être un peu plus professionnel dans tout ce qu'on fait, de sortir un peu peut-être du traditionnel.
Mm. du côté culturel, mais essayer d'aller un peu plus dans l'aventure, quoi. Essayer de trouver un peu Parce plus de prendre de risques. parce Je qu'en pense qu'il Espagne, faut, ouais, non, non, vas-y, vas-y. je pense qu'il faut, voilà, essayer un peu de. Ce que je fais moi à travers mes événements, c'est essayer de copier un peu voilà, c'est pas à la même échelle, mais la NBA, quoi. Un Mm. peu faire des shows à l'américaine, tu vois, des entrées avec des jeux de lumière, Mm. avec des musiques qui envoient, et ça, c'est d'essayer d'innover, quoi. Et je Mm. pense que tant qu'on restera dans le traditionnel, voilà, je respecte énormément mon sport, mais tant qu'on restera dans ce traditionnel, on pourra pas avancer, quoi. Ça, c'est sûr. Il faut arriver à trouver de nouvelles idées, essayer voilà, comme dit Sylvain Breffel, là, de moderniser notre sport. Sylvain, il a toujours le petit mot. Donc, Sylvain, c'est mon partenaire avec qui j'ai gagné les Ouais. championnats du monde. Salut Sylvain, je lui fais son petit truc qu'il adore, hein. Donc voilà, il faut essayer comme il a dit Sylvain, moderniser et surtout prendre des risques. Parce que Il faut essayer de prendre des risques. pour cette année, tu devais organiser la Palador, mais du coup, la repousser ou... Ouais, c'est ça, je devais organiser la Palador. Donc ça, c'était pour moi un événement très important. En fait, l'idée c'était, et l'idée c'est parce que l'année prochaine je compte le faire. Mm. Donc l'idée c'est de regrouper les 8 meilleurs joueurs, donc que ce soit professionnel ou amateur, de faire voilà, regrouper les 8 meilleurs joueurs du moment pour moi, et en fait de faire un mini tournoi, quoi. Faire un tournoi sur 4 dates avec 8 équipes, En 8 joueurs France pardon, ou... donc 4 équipes. Pardon? En France ou en France, en Espagne ou... Non, je voulais le faire en France, ouais. Ouais. En France dans un premier temps, parce qu'au niveau des partenaires, pour moi, trouver des sponsors, c'est pas simple. Et déjà de rester voilà, dans ma région, c'est quand même plus simple pour aller chercher les partenaires. Donc je voulais le faire sur les Landes, le Pays Basque. Après, je voulais faire un événement à Toulouse par rapport à Sylvain, et aussi par rapport à moi, parce que j'ai fait mes études là-bas et Mm. ça me tient à cœur ça me tient à cœur d'aller jouer à Toulouse. Donc voilà, la Palador, c'est dommage que cette année ça soit annulé à cause de la situation, mais il faut savoir que j'étais prêt, quoi. J'avais trouvé tous les sponsors. Mm. Mon budget était au top. J'avais la télé qui m'accompagnait, j'avais tout qui était prêt. Mais bon, pour l'année prochaine, voilà, j'ai monté tout le dossier, on va dire, cette année. J'ai tout préparé, tout le projet. Maintenant, j'ai fait le plus dur. Et l'année Mm. prochaine, j'aurais juste à aller revoir les entreprises, voir s'ils sont toujours OK pour m'accompagner. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et cette Palador, je pense qu'en fait, j'ai envie de faire un peu comme le Gandor. Tu vois, le Gandor de Biarritz. Bon, le Mm. Gandor, il joue qu'à Biarritz, mais moi, j'ai envie de faire la Palador, un peu, voilà, de bouger. Et j'ai des objectifs personnels, mais ça, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie aussi de développer mon Ouais. projet. Et j'ai pas envie qu'on me copie, on va dire. Mais voilà. Et c'est en fait, si tu veux, la Palador, ce qui est important pour moi, donc c'est sur le plan personnel, ben, c'est de me faire connaître et de faire connaître notre sport sur la France un peu plus, Mm. dans notre pays, et après aussi pour les jeunes, quoi, pour les Ouais, motiver et pour leur donner envie de leur montrer, tu vois, de leur montrer qu'un jour ils peuvent jouer avec des professionnels et ok. de monter des tournois comme ça. Derrière, ça motive, je pense que ça motive les plus jeunes de se préparer et de se dire, tu sais, moi j'ai envie de le faire ce tournoi, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment. Et tu vois, en fait, si tu veux, moi, en parallèle de ça, je fais des stages d'été pour les jeunes. Mm. L'année dernière, j'ai fait venir 25 enfants. Et tous les jeunes qui participent au stage d'été, ils ont la chance de jouer en levier de rideau des professionnels sur la Palador. Mm. Donc pour eux, c'est motivant, tu vois. C'est pas quand tu joues, quand tu fais. Et ils font une œil d'honneur aussi, tu vois. Ouais. Ils sont hyper contents, quoi. Ils voient les professionnels, ils rencontrent du beau monde. Moi, je fais des entrées un peu à l'américaine, dans le noir avec des jeux de lumière. Ça te met à la chair de poule, ça, c'est hyper bien. Donc voilà, de montrer tous ces petits trucs aux jeunes, pour eux, il n'y a rien de mieux. Quand tu leur en mets plein la vue, c'est motivant. Comme tu dis, t'essayes de demander un show à l'américaine un peu.
avec des jeux de lumière, etc., quoi. Ouais. Ouais, j'essaye de moderniser la pelote, quoi. Sortir Mm. du traditionnel et c'est ça. Il faut que, en fait, à la télé, les gens, quand ils regardent quelque chose, bon, ils se disent pas la pelote basque, oh, c'est la Mm. tradition du Pays Basque. Non, il faut essayer de sortir de tout ça, quoi. Mm. Moi, après, c'est mon avis personnel. Mais même si je respecte voilà, cette tradition, qui est en Espagne, voilà, c'est très traditionnel et ça se passe très bien. Mais moi, je le vois plus comme ça, Mm. dans un but de moderniser ce sport. Et aussi, voilà, cette année, c'était sur la France, mais j'ai d'autres objectifs. J'ai la Palador, j'ai envie que ça devienne voilà, international. Il y a des Mm. joueurs internationaux, j'ai envie qu'on aille jouer aussi dans d'autres pays. C'est des objectifs personnels, mais on verra si au niveau des budgets, si ça arrive à suivre tout ça. Mm. Et c'est quoi tes ambitions sur le long terme, que ce soit tes projets et sur le plan sportif? Sur le plan sportif, moi voilà, je vois ma carrière sportive, je me donne 10 ans. 10 ans en tant que professionnel, donc jusqu'à 40 ans. Mm. Et après, sur le plan professionnel, on va dire, là, je suis en train de passer une formation. J'ai passé une formation l'année dernière pour être éducateur sportif. Donc, cette formation m'a permis de faire, de faire ces stages d'été. Donc, j'ai passé, en fait, si tu veux, j'ai passé cette formation avec mon préparateur physique qui est Christophe Damien. Et, il a un centre de formation où il s'occupe de. Et en fait, il te fait passer des BPGEPS. Mm. Donc, c'est pour faire éducateur sportif ou préparateur physique. Donc, moi, l'année dernière, j'ai passé celui d'éducateur sportif. Et là, j'ai continué sur l'année 2020. Je passe celui de préparateur physique. Donc, mon objectif, c'est en fait, moi, j'essaie vraiment d'être. J'adore les enfants. Mm. Et partager, transmettre ma passion, pour moi, c'est hyper important. Donc, voilà, j'ai vraiment un objectif personnel sur passer, passer cette formation de préparateur physique. Et après, en fait, si tu veux, c'est continuer à développer mes stages de pelote. Mm. Et aussi, quand les enfants ils arrivent à l'âge de 15-16 ans, ben, qu'ils n'aillent pas faire de la muscu comme beaucoup ont fait et comme moi j'ai fait, où j'ai fait ces erreurs. Tu vois, j'ai fait de la muscu pour devenir au début costaud et tout. Et en fait, ça ne servait à rien, quoi. Au niveau de mon sport, ça ne servait à rien. Et mon but, c'est de les encadrer, de leur proposer un programme sportif et qu'ils n'aillent pas à la muscu bêtement. Voilà. Vraiment, et les préparer aussi au sport de haut niveau, quoi. Donc voilà, c'est mon objectif personnel, c'est de suivre ces jeunes, de les prendre à l'âge de 8 ans, de les suivre jusqu'à 16, et quand ils arrivent à 16, de les préparer physiquement pour la pelote basque. Et Donc ça, tu te c'est vois vraiment. tu te vois les entraîner aussi après ou? Ouais, je pense que j'aimerais ouais, les accompagner. Pourquoi pas aussi devenir entraîneur des équipes de France. Ça me dirait bien, ouais, de les accompagner. J'espère qu'un jour, sur tous les jeunes que j'entraîne, j'espère qu'il y en a au moins, Mm. j'en entraîne 40, peut-être 10%, tu vois, ou 15% qui Mm. sortent et qui iront faire un championnat du monde. Ça serait mon rêve, quoi. Mais voilà, j'en doute pas. S'ils travaillent, s'ils sont motivés, je pense qu'il y en a qui arriveront. Et Mm. voilà, si je peux leur amener ma petite expérience, ben, ce sera avec un grand plaisir. Et ça, c'est mon objectif, ouais. Et par rapport à l'an prochain, est-ce que tu te vois disputer des parties à huis clos? Je me vois disputer, pardon? Des parties à huis clos? Non, j'y ai pas pensé à ça. Non, je pense que je sais pas comment la situation va se passer, mais après il faudra s'adapter. Mais je pense pas que les parties seront à huis clos, non. Pour, euh, pour tous les sports, c'est pas possible que notre sport ou même tous les autres sports se passent comme ça. À huis clos, jouer à huis clos, c'est pas possible. Donc je ne me vois pas jouer les parties à huis clos. Après, s'il faut s'adapter, voilà, si on a les télés qui nous accompagnent et si on peut proposer du spectacle aux téléspectateurs, ben, on s'adaptera, hein. Mm. Mais je pense pas qu'il y aurait de faire des parties à huis clos, non. Ça me dit rien du tout. Et il y a des femmes aussi dans la à larga ou c'est que disputé par les hommes? Non, c'est que masculin.
Après, il y a que il y a la palette à cuire. La palette à cuire, c'est une pala de 570 grammes. Et là, les filles, elles jouent à la palette à cuire. En Espagne, elles pratiquent la palette à cuire. Après, en France, elles ne pratiquent pas. Elles jouent qu'à baline ou à gomme. Mais je sais que, voilà, en Espagne, moi, si tu veux, j'ai un entraîneur qui est Yosu Urquero. C'est notre directeur sportif. Lui, il aime bien tous ces petits trucs aussi, ces petits challenges. Il suit beaucoup les enfants, mais il aime bien aussi développer le sport féminin. Donc voilà, il développe la palette à cuire pour les filles. Donc c'est des filles qui jouent à baline, qui jouent Mhm. très bien à baline et qui viennent jouer à palette à cuire et elles sont capables de faire du spectacle. Voilà, de voir aussi, de voir jouer des filles, c'est hyper bien pour notre sport. Ouais. Et elles jouent à enlever de rideau de nous et franchement, elles font des superbes parties. Hein. C'est hyper bien. Mais en France, pour le moment, il n'y a rien du tout non, en Mhm. palette à cuire. Et pourquoi on dit selon toi que c'est des disciplines de pelote la plus dure? C'est par rapport au poids de la pala? Ouais, le poids, oui. Le poids de la pala et la vitesse de jeu. Hein. Après, voilà, moi, au niveau des instruments, moi je parle que des instruments. Hein. Pour moi, c'est l'instrument le plus dur. Après, dans la pelote basque, tu as la cesta punta qui va très vite, qui est plus connu que nous, mais au niveau des instruments, la pala larga, ouais, c'est la plus dure. Avec la pala corta, les deux instruments, ces deux spécialités sont très dures. Ok. Bon, ben ça marche. Voilà, Vicente. Bon, merci beaucoup en tout cas, hein. Non, merci à vous, c'était super sympa. C'était hyper bien. Et moi, je fais un petit bonjour à tous les jeunes que j'entraîne et aussi aux joueurs espagnols parce que pour eux, c'est pas simple. Il faut savoir que les Espagnols, ils n'ont pas cette chance comme nous d'avoir une maison. Eux, c'est des Mhm. appartements. Donc, toute la journée dans un 45 mètres carrés, je pense qu'ils ont fait tout le tour de la pièce et ça va être long pour eux. Et nous, Et on a la chance. tu Vas-y, restes en dis-moi. contact avec eux ou vous êtes tous en Ouais, contact? ouais, on est en contact, ouais. Des fois, on fait des entraînements avec Ah Pablo oui. Fusto en visio, là. On s'entraîne, on fait des crossfit. Bon, c'est marrant, on rigole bien. Et après, je sais qu'eux, ils s'entraînent, ouais. Ils s'entraînent, mais par contre, ils peuvent pas sortir. Ils ont Mhm. pas comme nous, une heure de sortie, eux, ils sont bloqués, confinés. C'est un peu plus compliqué, ouais. Donc voilà, je leur fais un petit coucou et voilà, en tout cas, c'était super sympa et merci pour cette invitation. Hein.